Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h sur Equinox Télévision à la une de cette édition législative et municipale au Cameroun. Eh bien, l'on est désormais fixé. Un décret signé du président de la République ce jour convoque le corps électoral le 30 septembre prochain. Cet acte du président de la République a pour conséquence l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Eh bien, à quoi devait-on s'attendre après cette convocation électorale? Je vous donne rendez-vous en deuxième partie de ce journal avec notre invité. 5 membres d'une famille périssent dans un accident de la circulation. Le drame survenu tôt ce matin à Pouma sur l'axe Douala-Yaoundé a fait au total 7 victimes. Les précisions, c'est dans ce journal. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Retrouvons-nous juste après pour les détails. Une fois de plus, bonsoir. Législative et municipale, eh bien, l'échéance aura bel et bien lieu le 30 septembre 2013, suite donc à un décret signé ce jour par le président de la République convoquant le corps électoral. Une décision d'un acte du président de la République a pour conséquence l'arrêt des inscriptions sur les listes électorales. Marcelin Ganson. En prorogeant récemment de 3 mois le mandat des conseillers municipaux, le président de la République avait vite fait de nuancer son décret. Une semaine après, l'on comprend qu'il avait prévu que cette énième prorogation n'ira pas à son terme. Et depuis ce mardi 2 juillet, les Camerounais sont enfin fixés sur la date de la tenue des élections législatives et municipales. Cette échéance tant attendue se déroulera le lundi 30 septembre 2013, de 8h à 18h. Cette convocation du corps électoral induit plusieurs choses. D'abord, l'arrêt par Elecam des inscriptions sur les listes électorales, relancées récemment. Samuel Fonkam Azou et son état-major doivent plutôt s'investir à fond dans la distribution des cartes électorales à leurs légitimes propriétaires. Ensuite, Elecam doit se mobiliser pour l'organisation matérielle du double scrutin du 30 septembre. Il reste moins de 3 mois pour le faire et il ne s'agit pas d'un exercice de tout repos. Enfin, en convoquant le corps électoral, Paul Biya a également mis la pression sur les partis politiques qui seront en compétition, y compris le sien. Ces partis doivent appuyer sur l'accélérateur s'agissant du choix de leurs candidats. Les primaires qui ont déjà commencé dans certaines formations politiques doivent donc s'accentuer. Quant aux députés et conseillers municipaux dont les mandats ont été prorogés récemment, ils restent normalement en fonction. En d'autres termes, la session ordinaire qui se tient en ce moment à l'Assemblée nationale doit se poursuivre. Eh bien, après cet acte du chef de l'État, les réactions au sein des partis politiques de l'opposition n'ont pas tardé au sein du Social Democratic Front, mais également dans le MP. L'on dit n'avoir pas été surpris par cette convocation du corps électoral par le président de la République. Ils réagissent dans ce reportage de Jean-Paul Chuniat. C'est désormais officiel. Le peuple camerounais ira aux urnes le 30 septembre prochain élire ses députés et conseillers municipaux sur l'ensemble du territoire. Le président de la République l'a décrété ainsi au 2e jour de ce mois de juillet 2013. Au sein de l'opposition, des réactions à chaud sont enregistrées. Nous savions très bien que le président de la République allait convoquer le corps électoral unilatéralement, que les acteurs du processus électoral n'allaient pas être consultés. L'effet surprise, c'est que ça s'est fait à 13 h. Et nous savons qu'il y a quelques jours, il a prorogé le mandat des conseillers municipaux. Au Social Democratic Front, ces militants déplorent l'absence d'une commission départementale chargée de superviser la distribution des cartes d'électeurs dans le département du Vouri. La même loi portant code électoral indique clairement que la composition de la commission électorale doit être affichée au greffe du tribunal de grande instance, à la préfecture et à l'antenne départementale d'Elecam. Ce n'est pas fait. Quand nous convoquons déjà le corps électoral. Moi, je dis que c'est extrêmement grave et nous. Le corps électoral a donc été convoqué. Des partis politiques comme le SDF ou le MP se préparent déjà à faire la cour aux électeurs. Nous demandons solennellement aux Camerounais de prendre acte de cette situation, d'aller retirer leur carte d'électeur et de suivre attentivement la campagne. Parce que si nous, conseillers municipaux, nous avons reçu un mandat, il est de bon ton, dans la logique politique, de venir faire le bilan de ce que nous avons reçu comme mandat et que les responsabilités soient déterminées et que les Camerounais votent en connaissance de cause.
Les dés sont donc lancés. Les différents partis politiques légalisés attendent désormais la date du 15 septembre pour entrer en campagne à la conquête des suffrages de l'électorat camerounais. La vie a repris son cours normal à la Fédération camerounaise de football. Le personnel était présent au lieu de service ce jour après le mouvement d'humeur d'hier. L'effectif affichait presque complet, preuve que la page des tensions d'il y a quelques jours seulement se referme progressivement. Marcelin Gamsop pour les détails. Il est 9h, ce mardi 2 juin. Dame pluie arrose le siège de la Fédération camerounaise de football. C'est un jour pas comme les autres, après la montée d'adrénaline des 5 dernières semaines. Nous, on n'a pas de problème. Vous vaquez normalement à vos occupations? Mais nous travaillons sans problème. Dans les différents services, le personnel est bien en poste et vaque normalement à ses occupations. Hier, il y a eu un incident parce qu'un de nos gars chargés de la sécurité aurait un peu outrepassé les instructions qui lui ont été données. Ça a un peu irrité le personnel. Si bien que certains sont rentrés. Bon, depuis ce matin, nous on est là, la sérénité, vous avez visité les bureaux, tout marche bien. Que ce soit au département de la communication, celui des compétitions, au bureau de la production des licences ou au département financier, les différents responsables sont effectivement au travail. Est-ce qu'il y a d'autres mots plus convaincants que la présence de ces personnes dans leur bureau? Sauf peut-être la pluie qui perturbe, mais sinon tout va bien sur les 35-36 agents que nous avons. Présentement, là, vous avez plus de 22 agents. L'huissier qui était là pour constater que les gens ne viennent pas ou ne veulent pas venir, l'huissier a déjà relevé au moins 22-23 personnes qui sont à leur poste. Vous avez certains qui sont là, il n'y a pas de problème. Les administrations peuvent changer, mais la fédération et son personnel restent. Hein. Ce n'est pas une chasse aux sorcières. La tension des derniers jours est retombée, mais 3 gendarmes restent maintenus dans les locaux de la fédération pour parer à toute éventualité. La vie, dit-on ici, a repris son cours normal, au grand soulagement du personnel qui en avait déjà marre de subir les conséquences de la bataille au sommet de la fédération. Eh bien, comme annoncé à l'ouverture de ce journal, un accident de la circulation fait 8 morts, parmi lesquels 5 membres d'une même famille. Le drame est survenu très tôt ce matin au lieu d'Inkongjok, c'est à Pouma, dans l'arrondissement de Pouma, sur l'axe Yaoundé-Douala. D'après les témoignages, il s'agit d'un mauvais dépassement qui est à l'origine de ce drame. Le récit des faits avec Rodin Gassi et Viviane Kamwa. Ce bébé coincé sur la carcasse de ce véhicule avait encore de beaux jours devant lui. Mais un accident mortel en a décidé autrement. Ici, un homme, son épouse et ses 3 enfants viennent de passer de vie à trépas. La forte pluie qui s'est abattue sur le village Konjok 2 n'a pas facilité l'extraction des corps. Cette famille allait de Douala pour Yaoundé. Chemin faisant, le chauffeur de ce véhicule va effectuer un dépassement qui leur sera fatal. Qui s'était en train de monter. Il y a un autre qui était en haut pour descendre. Mais entre-temps, il avait engagé pour le doubler. Et maintenant, donc comme il était doublé, il a doublé. Il a constaté qu'il y avait une autre véhicule devant lui. Il a pris. Entre-temps, maintenant, celui-ci il est voir le bar. On va te taper. Avant que le fils de finesse soit venu entrer derrière lui. Descendus sur le lieu, les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. Le bilan préliminaire fait état de 8 morts et de nombreux dégâts matériels. Tous les occupants ont trouvé la mort sur le carreau. C'est que j'en ai vu. J'ai vu 6. Donc voilà un bébé encore en bas du véhicule. On peut dire 8 personnes. 8 cadavres. Les corps ont été transportés à la morgue de l'hôpital Saint-André de Pouma et la circulation rétablie par les policiers. Un autre accident de la circulation, cette fois-ci moins grave, s'est produit à PK8. Nous sommes là dans la ville de Douala. Il s'agit d'un conducteur d'un camion qui aurait donc perdu le contrôle de son engin à l'actif. Plusieurs blessés graves. Sandrine Babo, reportage. Cet homme, le nommé Matip, revient de loin.
Il a miraculeusement échappé à la mort dans un accident de circulation qui s'est produit au lieu dit Vallée Saint-Thomas au quartier PK8. Comme lui, plusieurs autres usagers ne se remettront pas de sitôt de la grosse frayeur qu'ils ont eue en ce début de semaine. Ce gros porteur qui transporte du fer à béton est à l'origine de ce qui aurait pu être un drame. Le chauffeur aurait perdu le contrôle de son engin à la suite d'une défaillance technique. Ça perd l'équilibre, ça perd tout. Depuis ça a commencé à ramasser les véhicules là-bas, tu vois tout. Dans sa course folle, il percute tout sur son passage, provoquant ce carambolage. Le trafic devenu intense à la vallée Saint-Thomas depuis quelques jours, du fait des travaux de réhabilitation engagés sur différents axes routiers en Dokoti, a été perturbé de plus belle durant de longues heures. Les victimes de cet énième accident, qui s'en sortent avec quelques fractures, sont conduits à l'hôpital de district de Lobaba pour y recevoir des soins. Cette note à la suite de cette édition d'information, la Société de développement du coton a un nouveau président du conseil d'administration. Joseph Otto Wilson a été nommé à ce poste par décret présidentiel. L'actuel gouverneur du Nord remplace à ce poste Gambo Aman. Du sang neuf dans la coopération Cameroun-États-Unis. Le gouvernement américain a donc offert des équipements de banques de sang. 15 formations sanitaires disséminées à travers le territoire vont bénéficier de cet appui d'une valeur totale d'un peu plus de 320 millions de francs CFA. Les précisions avec Roméo Mbanga et Serge Alaoto. C'est ici au poste de santé, aux frontières du port de Douala, que naît l'espoir. Des équipements et du matériel de dépistage pour réduire l'incidence des infections transmissibles par transfusion sanguine. Ces divers équipements vont permettre d'effectuer une bonne collecte de sang, de pouvoir mieux traiter le sang collecté, à savoir lui faire subir les différents tests examens, de pouvoir conserver et de stocker ce sang en toute sécurité. Et surtout donc, ces équipements vont pouvoir bénéficier à 15 formations sanitaires. Le gouvernement américain veut ainsi soutenir l'État camerounais dans ses efforts de mieux garantir l'approvisionnement en don de sang sécurisé et disponible en temps voulu pour des transfusions dans les hôpitaux. L'état actuel de la collecte de sang au Cameroun démontre que le pays a fortement besoin d'être appuyé. Environ 60 000 unités de sang sont collectées par an contre un besoin estimé entre 150 000 et 292 000 unités. Cet équipement permettra d'améliorer la collecte mobile du sang en même temps que d'augmenter les taux d'approvisionnement en sang et promouvoir la fiabilité à long terme des systèmes visant à garantir un sang sécurisé au Cameroun. Véritable aubaine pour les 15 formations sanitaires bénéficiaires. C'est un grand jour pour l'histoire de la transfusion sanguine au Cameroun. À travers ce don, nous vivons déjà la manifestation d'une nouvelle espérance au profit de tant d'hommes et de femmes qui sont malades et attendent espoir et guérison d'une goutte de sang. Cet apport de l'administration Obama va à coup sûr réduire à court terme l'objectif qui est de mettre à la disposition des formations hospitalières 292 000 unités de sang collectées par an contre 60 000 aujourd'hui. Rendons-nous à présent dans la région de l'Est Cameroun, plus précisément à Bertoua 2e, où les populations peuvent désormais consommer de l'eau potable. Ceci grâce à l'offre d'une dizaine de forages qui a donc été offerte par la municipalité de cette localité de la région de l'Est Cameroun. Les précisions avec Viviane Kamoua et Benjamin Essam. L'eau est de retour dans plusieurs quartiers de l'arrondissement de Bertoua 2. Le précieux liquide refait son apparition après une longue pénurie. Pour les populations, c'est la fin d'un long périple. Avant, plusieurs avaient mis à l'école et c'était bon. Et il y avait l'eau. Il n'y a pas beaucoup de l'eau. Si ce n'est pas ça qui me fait, je ne sais pas où je vais prendre. L'eau que j'ai utilisée ici, là, l'eau que j'ai créée, c'est même fini. C'est une initiative de l'exécutif communal qui vient de construire une dizaine de forages pour pallier aux problèmes d'eau dans cette localité. La population aura moins de peine
à s'approvisionner en problème d'eau. La mairie, avec ses modestes moyens, a pris dans l'initiative de commencer donc d'en mettre sur pied, c'est-à-dire qu'une dizaine de forages dans de divers quartiers de l'arrondissement de Berthois 2e. Les populations de Berthois 2 pourront donc consommer de l'eau en toute quiétude, même si plusieurs autres défis attendent les pouvoirs publics, à l'instar de l'électrification et l'aménagement des routes dans cet arrondissement. Examen officiel 2013, les premiers résultats sont disponibles. Tel est le cas pour le brevet d'études du premier cycle dans la ville de Douala. Nos reporters se sont rendus dans quelques centres d'examen où l'émotion ainsi que la tristesse étaient bel et bien perceptibles. Les détails avec Warren Zede et Julingue. Ouais, je suis très fière. Oui, joli. Mon cœur va tomber, mon cœur peut tomber, il peut mourir. Je suis très fière, vous voyez, comme vous voyez. L'émotion est au rendez-vous. Ces cris traduisent la joie qui anime ces candidats admis au brevet d'études du premier cycle, session de juin 2013 dans la ville de Douala. Nadia vient de consulter le babillard sur lequel figurent les résultats. Informée de sa réussite, elle va tout de suite passer un coup de fil à ses proches pour leur faire part de la bonne nouvelle. C'est le BPC, donc ça. Non, pas seulement, ça ne me fait pas l'examen. Je suis très fière. Même son de cloche pour CJ, candidat pour la deuxième fois au brevet d'études du premier cycle. L'année passée, je n'ai pas eu, ça m'a beaucoup fait mal. Mais l'année-ci, franchement, seul Dieu connaît comment j'ai travaillé nuit et jour, j'ai passé mon temps à apprendre. Merci. J'ai eu 9 mois, papa. J'ai eu mon BPC cette année. Je suis fier d'avoir mon BPC cette année. Cette année, j'ai eu mon BPC. Allez, dis. La gaieté n'est pas partagée par tous. Cette jeune fille est encore sous le choc. Elle vient de constater son échec. Épaulée et consolée par ses camarades, elle peinera à se remettre de ses émotions. Dans ce centre écrit du brevet d'études du premier cycle, le taux de réussite est évalué à 57% contre 52% l'année antérieure. Les statistiques font état d'une meilleure performance des hispanisants dont le pourcentage de réussite est de 68 contre 50 pour les germanisants. En page magazine de ce journal, intéressons-nous à une activité qui gagne du terrain à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. Il s'agit des casseurs de pierres. Malgré les risques que représente cette activité, ceux qui exercent disent trouver leur compte. Reportage. Cet homme s'appelle Ngassa Mathieu. La cinquantaine sonnée, c'est dans cette carrière qu'il trouve son pain quotidien depuis 12 ans. Malgré son âge et la pénibilité de la tâche, il a toujours trouvé l'énergie nécessaire pour transformer ces masses de granit en gravier. Je n'étais pas un fonctionnaire qui travaille, un fonctionnaire. Parce que comme j'ai 2 femmes à la maison, j'ai nourri avec ça. Quand mes enfants fréquentent, c'est toujours avec ça. Le métier nourrit donc son homme, avec des recettes qui peuvent atteindre jusqu'à 110 000 francs par mois. Chaque jour, je me donne 800 pour 3 brouettes. Bon, chaque semaine, il y a des fois que j'ai 15 000 francs par semaine, des fois 16 000. Ça dépend de la tâche effectuée. Puisque ici, donc il faut casser 6 seaux de 5 litres pour gagner 700 francs. 6 seaux donnent une brouette. Il y a des gens qui font aussi brouette. Donc si tu as de la force, ici tu peux gagner suffisamment. Mais si tu es faible, tu vas perdre. Il ne faut surtout pas croire que ces casseurs de pierres, comme on les appelle, évoluent sur du velours. Derrière leur engagement se dessine un quotidien pas du tout facile. On travaille avec des marteaux et les pierres. C'est que bon, si tu casses une pierre mal, ça peut te tailler. Ça peut même te fendre le ventre, ça peut te pénétrer à l'œil. Et c'est trop pénible. Parfois, tu peux travailler 4 jours et parfois, tu passes même 2 jours à la maison sans sortir puisque tu te sens tellement cassé. Mais face aux difficultés de la vie, Ngassa Mathieu et ses jeunes collègues n'ont pas d'autre choix que de persévérer. Conscient de ce qu'il n'y a pas de sous-métier. Je suis content d'être ici parce que chaque fois quand je suis coincé, je viens ici et je me bats. Et ça me permet de satisfaire mes besoins aussi, de rêver. Sur la pluie comme sur le soleil, nos casseurs ont fini par s'adapter à leur milieu, pourvu qu'ils gagnent dignement leur vie.
Voilà qui met un terme à la première partie de ce journal. Je vous donne rendez-vous juste après la transition et nous allons revenir sur le décret du président de la République portant convocation du corps électoral en date du 30 septembre prochain. Voilà, bienvenue donc dans la deuxième partie de ce journal, une deuxième partie avec laquelle nous allons faire dans cette deuxième partie avec un acteur de la société civile qui est avec nous sur ce plateau. Il s'agit de Philippe Nanga. Bonsoir Philippe Nanga. Bonsoir. Alors, je présume que, comme tous les Camerounais, vous êtes au parfum de cette actualité concernant donc le décret du président de la République qui porte donc convocation du corps électoral en date du 30 septembre prochain. Votre réaction ? Effectivement, j'ai pris connaissance de ce communiqué annonçant la convocation du corps électoral et la tenue de l'élection. Depuis quelques jours, en tout cas depuis le décret prorogeant le mandat des conseils municipaux, j'avais déjà visé les hommes politiques et les autres acteurs à être désormais à l'éveil parce que notre système électoral a été habitué à des contre-coups et surtout à ce qu'on appelle, ce qui n'est plus une surprise en réalité. Donc, c'est vrai qu'on avait fait des calculs et nos calculs nous conduisaient vers la période allant le 10 et le 12 juillet prochain. Le chef de l'État a décidé, j'ai envie de dire comme à l'accoutumée, de surprendre tout le monde en gagnant 10 jours d'avance sur les prévisions. Donc, ce n'est pas totalement une surprise, mais en tout cas, je constate que la logique de jouer sur la surprise est restée la même. Alors, quand vous... c'est après donc ce décret du président de la République. Est-ce que, en tant qu'observateur, vous êtes observateur de l'environnement politique actuellement au Cameroun, est-ce que vous avez l'impression que les différentes formations politiques sont prêtes à aller au scrutin le 30 septembre prochain? Par contre, j'ai beaucoup de doutes sur les préparatifs au sein des partis de l'opposition, au sein des partis politiques. Parce que malheureusement, la scène politique camerounaise s'est inscrite dans une sorte de j'ai envie de dire, de théâtralisation qui entraîne les autres acteurs à jouer les bons spectateurs et donc souvent être surpris, comme ça va être le cas là. Parce que nous avons commencé à alerter depuis quelque temps que l'élection, c'est sûr, va avoir lieu parce que dans tous les cas, on était arrivé à la fin des possibilités de prorogation. Donc, on savait que, coûte que vaille, l'élection, sauf si on changeait la constitution du Cameroun et le code électoral, devait se tenir cette année. Et quand on regarde le champ politique camerounais, on ne voit pas, n'est-ce pas, une animation. On ne voit pas beaucoup les partis bouger. Et la crainte, justement, c'est qu'au dernier moment, ce soit le rafistolage et qu'à la fin, on se retrouve toujours avec des résultats souvent à la faveur de ceux qui contrôlent le calendrier électoral. Et donc, là, j'ose croire que même si, visiblement, on ne voit pas de l'animation, il semble qu'à l'interne, les partis se préparent. On sait, par exemple, que le SIF a fini ces primaires. Oui, parlons justement de ces primaires qui ont eu lieu au sein du Social Democratic Front. Est-ce que pour vous, c'était la meilleure procédure? Est-ce qu'il ne fallait peut-être pas d'abord procéder à la désignation? Est-ce que c'était le mode opérationnel le plus idoine pour ce qui est de ce parti politique, le Social Democratic Front? La réalité, c'est que nos partis politiques souffrent aujourd'hui d'un problème de structuration interne. Ça, il faut le dire.
Et ça se répercute sur les résultats et sur les capacités à occuper le terrain. Et donc, la voie choisie par le SDF et qui commence à poser problème parce qu'on voit bien qu'il y a des éclats de voix, le consensus risque d'être difficile. Mon analyse va être difficile à faire parce que je ne suis pas allé explorer les conditions internes qui ont amené les leaders à décider de cette voie-là. Mais j'observe simplement qu'elle commence à poser problème puisque les résultats semblent être contestés par d'autres leaders de ce même parti. Maintenant, je dis, il y a un véritable problème de structuration interne dans les partis qui nous amène aujourd'hui à nous interroger sur un certain nombre de dispositions, n'est-ce pas, internes des partis, et même qui nous amène à nous interroger sur la capacité de certains leaders à continuer à maîtriser, n'est-ce pas, le fonctionnement de leur parti, et même aussi à construire une vision qui soit consensuelle et qui permette véritablement d'occuper l'espace politique du Cameroun. Parce que, au-delà du fait qu'ils aient choisi de faire les primaires, il faut déjà voir à l'interne comment est-ce qu'ils occupent le terrain, comment est-ce que les leaders, n'est-ce pas, qui occupent les rangs, n'est-ce pas, au niveau des bureaux régionaux ou départementaux, comment est-ce que tout s'est construit. C'est à partir de là. Et tout se joue aussi sur la démarche, n'est-ce pas, qui aura conduit à la décision. Parce qu'au-delà de ce que les textes prévoient, il faut toujours qu'il y ait un consensus sur les démarches, sur les méthodes qui sont, et les mécanismes qui sont entreprises ou alors tenus par les partis politiques. C'est ça qui va permettre de construire une solidarité et d'aider à ce que ceux qui vont être désignés comme les représentants du parti puissent bénéficier de l'adhésion des autres et du soutien de ces derniers. Voilà, Philon Nanga, parlons à présent de la faisabilité de ce scrutin du 30 septembre prochain. Et d'après la Constitution, tous les hommes sont égaux, ce qui suppose que le découpage électoral doit tenir compte du dernier recensement. Or, le dernier recensement au Cameroun remonte en 2012. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Les élections du 30 septembre, on va tenir compte de quels chiffres? Les chiffres d'avant le recensement de 2012 ou alors les nouveaux chiffres? Auquel cas, comment ça va se passer? Dans tous les cas, nous sommes aujourd'hui tenus par l'existence du code électoral et qui reconnaît le découpage officiel connu par tous en ce moment, bien qu'il soit fortement contesté. Et vous savez très bien que le combat que nous menons pour questionner le code électoral commence par ce découpage, commence déjà par le dernier recensement qui est fortement contesté, et on le sait, et qui présente aujourd'hui ce que nous appelons les irrégularités ou bien les injustices. Quand on voit qu'il y a des régions qui sont moins peuplées, qui ont plus de députés, et des régions qui sont plus peuplées, qui ont moins de députés. Donc, tout le problème commence là, et l'irrégularité ou bien les injustices, n'est-ce pas, concernant le processus électoral camerounais commence à partir de là, justement, où vous êtes parti pour avoir un résultat plutôt injuste. Et ça se fait à dessein parce qu'on sait très bien que le régime en place s'arrange, n'est-ce pas, à faire un découpage qui lui soit favorable. Et ça, on le sait. Et ça aussi, nous interrogeons justement à ce niveau-là la capacité des partis politiques de l'opposition à pouvoir se mobiliser pour contester dès le départ ce genre d'attitude qui, d'entrée de jeu, commence à leur donner défavorable pour occuper l'espace national politique. L'autre innovation lors du scrutin du 30 septembre prochain sera certainement l'introduction, l'avènement de la carte électorale biométrique. Alors, ça a été un vœu tant souhaité par la plupart des partis politiques au Cameroun. Est-ce qu'on devait donc s'y attendre à ce qu'il y ait un scrutin sans fraude? Non. Vous savez très bien, ça on l'a dit depuis le début, ça a été une illusion. C'est vrai, on a demandé les inscriptions biométriques, mais vous savez très bien ce qu'on nous a offert n'a rien à voir avec la biométrie telle qu'on la connaît. Parce que, alors maintenant vous avez une carte biométrique, d'accord? Étant donné que le processus dès le départ a été biaisé du fait qu'il y a un problème de centralisation des données et tout ça, et à l'arrivée, normalement quand on parle d'un processus électoral biométrique, ça suppose que pour s'inscrire, il y a un dispositif qui permet de vérifier
l'exactitude des informations contenues dans la carte. Et nous savons très bien que ce n'est pas prévu dans l'état actuel. Ça veut dire que si il se trouve que certains Camerounais ont été ingénieux et on peut se fabriquer des cartes dites biométriques, ou alors qui ressemblent à des cartes biométriques, ces derniers peuvent très bien aller voter. Alors l'alternative serait quoi pour qu'on assiste à des élections dépouillées de tout ce que vous décriez là, dépouillées de toute fraude? Nous l'avons dit depuis le début, hein. Je prends toujours l'exemple de 92 pour dire que la loi n'était pas bonne non plus. En 92, elle était même pire que maintenant, mais nous savons les résultats de 92 et même de 96. Pour nous, l'alternative, c'est la capacité des citoyens camerounais à se mobiliser pour imposer une élection transparente et équitable. Et ça, c'est possible. Et c'est le travail que nous faisons depuis longtemps avec les autres acteurs, c'est-à-dire les médias, les partis politiques et la société civile. Parce que nous avons commencé par identifier les postes possibles de fraude électorale. À partir de là, nous avons aussi proposé les mécanismes de contrôle de ces postes qui sont des portes ouvertes aux irrégularités. Nous avons, grâce à un partenaire, sorti d'ailleurs un livre sur les stratégies de lutte contre la fraude électorale au Cameroun. Alors ça, nous partageons, n'est-ce pas, toutes ces techniques avec les autres acteurs et surtout, nous convions les citoyens camerounais à se mobiliser fortement parce que dans tous les cas, quelle que soit la qualité du code électoral qu'on aura dans notre pays, il y a toujours la nécessité d'un contrôle citoyen, c'est-à-dire une mobilisation citoyenne qui commande que les citoyens électeurs défendent eux-mêmes leur vote. Ça demande aussi qu'on s'inscrive massivement, ça demande qu'on aille revendiquer le droit d'obtenir sa carte, ça demande qu'on aille voter et surtout contrôler l'issue du vote. Ce n'est que cette mobilisation qui peut être une véritable alternative, n'est-ce pas, aux imperfections de notre code électoral. On ne parle pas également beaucoup des candidatures indépendantes lors du scrutin, des différents scrutins au Cameroun. Est-ce que pensez-vous par rapport à l'échéance comme celle des législatives et municipales? Je crois qu'on est pour le moment, au vu des conditions, n'est-ce pas, de la loi qui impose un certain nombre de restrictions aux candidatures indépendantes, on est loin d'espérer d'avoir des candidats indépendants, ça c'est clair. Bon, c'est un combat que nous continuons de mener pour qu'il y ait une ouverture possible à ceux qui estiment qu'ils n'ont pas l'obligation de se renfermer dans un parti politique pour exercer leur droit d'être élus. C'est un combat et pour l'instant, je crois qu'on ne peut pas s'attendre à avoir un candidat indépendant au vu, n'est-ce pas, des restrictions, au vu, n'est-ce pas, des difficultés à pouvoir remplir les conditions nécessaires pour être un candidat indépendant pour une élection législative actuellement au Cameroun. Alors, quel serait votre degré d'implication, vous, de la société civile, bien évidemment, au cours du scrutin du 30 septembre prochain? Vous avez déjà une idée? Comment est-ce que vous serez toujours observateur? Bien sûr, je peux déjà vous dire que Monde Avenir va déployer sur le terrain 1000 observateurs indépendants. Et nous sommes dans une coalition avec 3 autres organisations de la société civile. Pour l'instant, nous avons regroupé 2000 observateurs indépendants dans notre coalition. Et nous sommes en train d'élargir cette coalition à d'autres organisations pour pouvoir contrôler l'ensemble du pays avec des observateurs. Et nous sommes aussi en train de nous organiser dans une sorte de synergie, n'est-ce pas, d'action pour nous déployer efficacement dans les 58 départements du Cameroun et pouvoir contrôler l'exactitude, n'est-ce pas, du processus électoral. Alors, quels deviennent souvent vos rapports au terme des scrutins? On a le scrutin sénatorial d'avril dernier, voilà d'autres échéances électorales qui s'annoncent le 30 septembre. Je suppose qu'au terme de cette échéance, vous allez dresser un rapport. Alors, quels deviennent ces rapports? Ces rapports produisent quand même des effets. Vous savez très bien qu'on ne nous a pas donné cadeau. C'était pas un cadeau, quoi. La biométrie, même si elle est imparfaite, ça a été à l'issue, n'est-ce pas, de notre observation. Les rapports que nous avons produits sont toujours adossés des recommandations. On ne se borne pas à dénoncer, n'est-ce pas, les imperfections. Nous allons aux propositions. Et parmi les propositions faites, il y avait justement d'améliorer le fichier électoral à travers la biométrie et la refonte. Et vous savez très bien qu'à l'issue de cette élection de 2011, l'ECAM n'avait pas opté pour la refonte électorale, encore moins pour la biométrie. Il a fallu la mobilisation des acteurs de la société civile pour pousser et imposer au gouvernement d'opter pour la refonte et puis la biométrie
même si elle est imparfaite, comme je l'ai dit tantôt. Maintenant, nous avons aussi poussé pour qu'au moins on nous propose quelque chose de plus ou moins cohérent en termes de code électoral. On a réussi, au-delà d'avoir un code électoral acceptable ou consensuel, ou alors qu'il soit vraiment garant d'une transparence électorale, on a réussi à avoir un document unique. Et ça fait partie des recommandations que nous avons faites à l'issue de l'élection de 2011. Donc, quand nous faisons une observation, à la fin, nous avons évidemment un certain nombre d'observations que nous relevons, que nous dénonçons d'ailleurs, et nous avons aussi une action de plaidoyer que nous mettons en place pour pousser le gouvernement à prendre des décisions, n'est-ce pas, pour améliorer le cadre électoral de manière à ce qu'il soit incitatif à la participation citoyenne. Voilà, Philippe Nanga, vous êtes acteur de la société civile. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi de me donner l'opportunité de dire quelque chose par rapport à ce décret convoquant le corps électoral. Je voudrais quand même préciser que malgré tout, on reste face à une situation qui va être difficile à gérer. C'est que dans l'état actuel, nous sommes partis pour avoir un vide parlementaire parce que le mandat des députés s'arrêtant avant la prochaine élection, on va se retrouver avec près de 80 jours, n'est-ce pas, de vide parlementaire. Maintenant, il faudrait que les citoyens camerounais se mobilisent autour de cette situation-là pour savoir qu'est-ce qui pourrait advenir si on est en situation de crise et qu'il faille que l'Assemblée nationale se prononce, puisqu'on va être dans une situation où il n'y aura pas d'Assemblée pendant plusieurs mois au Cameroun. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition d'information. Toute l'équipe de production se joint à moi pour vous remercier, tout en vous donnant rendez-vous demain à la même heure.